Alors, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent déjà depuis le campus et le premier webinaire, le rendez-vous des employeurs de mars. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Avant de commencer, un petit rappel de quelques consignes. Je vous remercierai de bien vouloir couper vos micros, vos caméras et de bien vouloir ouvrir la petite bulle de discussion qui sera le chat, qui vous permettra de vous présenter avec votre nom, prénom et votre structure et d'interagir avec nous et de poser toutes vos questions à nos différents intervenants. Donc, bienvenue à tous. Nous allons pouvoir débuter. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà le programme. Donc, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Jean-Pierre Ciuta, président de la Fédération française de basket, qui a un message pour vous et qui tenait à prendre la parole. Merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous voir si nombreux sur ce webinaire. On va vous donner quelques informations sur la politique de la fédération. Vous le savez, on a deux grandes missions, nous, une fédération sportive. C'est la partie, je dirais, performance, avec derrière des équipes de France qui doivent performer et ce qu'on appelle un plan ou un projet de performance fédérale qui permet de construire des nouveaux champions, nouvelles championnes. La deuxième mission que nous avons, c'est l'animation des territoires. Donc c'est pour ça que nous proposons à nos clubs et derrière aux licenciés des pratiques compétitives ou non compétitives. Mais nous avons la volonté de la fédération depuis des années de travailler sur notre modernisation, que ce soit la fédération, nos ligues régionales, nos comités départementaux, mais aussi chercher à transformer nos clubs. On vit un contexte qui est difficile et on s'aperçoit qu'on a besoin effectivement de travailler sur cette modernisation. Et pour ce faire, depuis 2011, nous avons cherché à avoir une vraie politique volontariste sur la formation. La première étape pour nous, ça a été de créer l'Institut national de formation. Ça date depuis 2011. Ça a été un vrai acte politique fort. On a cherché à identifier des ressources au travers d'une délégation avec un vice-président et un pôle avec du personnel, une montée en puissance du personnel pour que cet institut de formation commence à faire ses effets. Ensuite, nous avons derrière cherché à monter en puissance et créer à partir de 2016 ce qu'on appelle des instituts régionaux de formation. Bon, ils sont en place, certains sont en place de façon peut-être un peu plus avancée, mais globalement, ils fonctionnent. La troisième étape pour nous, c'est d'avoir créé un CFA en octobre 2018. La fédération est maintenant en capacité de former des apprentis. Et nous pensons que c'est important. Il a fallu pour ce faire modifier à l'Assemblée générale de la fédération nos statuts, nos propres statuts, pour pouvoir intégrer donc ce CFA. On va monter en puissance progressivement. Alors, nous avons une ambition maintenant qui se traduit au travers d'un projet global qui s'appelle FFBB 2024, qui est composé d'une dizaine de plans pour préparer nos activités, notre fédération, le basket français, juste après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. On travaille beaucoup pour cette échéance parce qu'on pense que juste après les Jeux, il y a beaucoup de rideaux qui vont se baisser. Il faut absolument que nous transformions nos activités. Pour ce faire, donc, on travaille sur un plan formation et emploi 2024. Il est en cours de construction. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. On va pousser la partie professionnalisation et emploi. C'est pour ça que nous avons créé au sein de cette délégation une commission spécifique pour l'emploi qui est présidée par Nathalie Moreau qui est présente ici. Et ensuite, donc, on cherche effectivement au travers de ces webinaires, de vous présenter tout ce qu'on essaie de faire au niveau de l'apprentissage. Alors, je voulais tout d'abord excuser Christian Augier, qui est vice-président en charge de cette délégation, formation et emploi. Il a un petit contretemps, il ne peut pas être présent ce soir et je l'en excuse. Je voulais saluer nos intervenants, Nathalie Moreau, qui est élue à la fédération. Elle est présidente de cette commission emploi.
Tahar Assed, qui est le directeur du pôle formation et emploi, et Céline qui a fait l'ouverture, mais aussi derrière les intervenants de l'AFDAS, que je salue ici, ils sont 3. On leur rend témoignage des Pays de la Loire, et puis effectivement notre ami Arnaud Brognier qui prendra le relais sur l'EDE. Voilà. Je vous souhaite un excellent webinaire, et puis je vous souhaite tout le meilleur du monde en espérant qu'on sera en physique dès la saison prochaine. Merci à tous. Merci Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre vous a tout dit sur le programme, donc il est dense et je vais dès à présent, sans plus tarder, laisser la parole à l'AFDAS, donc qui sera représenté ce soir d'Alexia Davin en charge de l'apprentissage, Laurent Zlotlowski, délégué général, et Benjamin Le Tortu, conseiller formation. Très bien, merci Céline. Alors je vais partager ma présentation. Voilà. Confirmez. Est-ce que vous voyez cette présentation? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, je suis ravi avec Benjamin et Alexia d'être des vôtres ce soir. Et donc, merci pour l'invitation. Et donc, nous sommes ici pour vous présenter l'apprentissage. Et je vais laisser dans quelques secondes la parole à Benjamin et à Alexia. Benjamin, Alexia, n'hésitez pas à me biper pour que je puisse passer d'une diapositive à l'autre. En un mot, l'AFDAS, c'est donc l'OPCO du sport depuis 2019 et nous en sommes ravis. Un OPCO qui a été créé en 1972, donc une longue expérience dans l'accompagnement de ses adhérents, notamment dans sa dimension formation et plus récemment dans sa dimension alternance. Et au-delà du sport, nous sommes également identifiés comme étant le co notamment de la culture et du tourisme et bien d'autres encore, puisque nous accompagnons en tout 44 branches. Mais surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est d'accompagner en proximité, vous voyez le chiffre sur la diapositive, plus de 60 000 adhérents, 61 325 pour être précis, qui sont répartis sur toute la France et 94% d'entre vous, vous êtes essentiellement des TPE, PME, des petites structures de moins de 50 salariés. Donc, nous avons l'habitude de travailler avec des petites structures qu'il faut vraiment acculturer sur les sujets de la formation et de l'alternance. Vous voyez la carte de France. Il s'agit pour nous d'avoir vraiment un accompagnement de proximité. Donc, je sais que c'est un webinaire national. Où que vous soyez, il y a forcément une délégation régionale, une antenne, un bureau proche de chez vous. Et vous pourrez solliciter, bien évidemment, les conseillers emploi-formation pour vous aider au quotidien dans votre politique emploi-formation alternance. Voilà pour cette présentation. Je vais laisser maintenant la parole à Benjamin. Merci Laurent. Alors oui, l'objectif de ce webinaire est bien évidemment de se focaliser sur la partie apprentissage. Et comme nous l'avons dit en introduction, nous sommes là en tant qu'OPCO pour soutenir le développement de l'alternance, de l'apprentissage. Alors concrètement, cela signifie que si vous avez un projet d'embauche en tant qu'entreprise en apprentissage, c'est à l'AFDAS en tant qu'OPCO qu'il faudra s'adresser et qui vous accompagnera pour monter le dossier, l'instruire, l'étudier et le financer. Alors, on apporte également un appui technique aux branches professionnelles et on peut évidemment accompagner les entreprises qui souhaitent créer leur propre CFA. Alors, pourquoi embaucher aujourd'hui un alternant? Aujourd'hui, embaucher un apprenti peut être une opportunité pour l'entreprise, mais également pour le jeune. Alors, pour l'entreprise, au-delà des aides gouvernementale qu'on verra plus tard, embaucher un alternant permet à l'entreprise de répondre à un besoin en compétences particuliers, mais aussi de former le jeune à ses propres méthodes, à l'intégrer à la culture de l'entreprise, un profil qualifié en l'intégrant directement dans l'entreprise. Au-delà de ces avantages, il y a évidemment un intérêt financier certain aujourd'hui avec les aides exceptionnelles que nous verrons plus tard, qui permet évidemment de prendre un alternant à moindre frais, mais ça on le développera un petit peu plus tard.
Alors, prendre un alternant, ça a également un avantage pour l'apprenti, hein, car cela va lui permettre évidemment de s'insérer beaucoup plus facilement sur le marché de l'emploi grâce à l'expérience acquise en entreprise. Merci Laurent. Eh bien, on va passer la parole. Voilà, on passe la parole à Alexia. Oui, je vais reprendre la parole. Alors, du coup, juste en préambule, donc, pour l'AFDAS, je m'occupe de toute la gestion avec mon département des contrats d'apprentissage. Donc, vous aurez certainement affaire à mes équipes si vous souhaitez et avez un projet de monter un contrat dans la constitution du contrat. Donc là, on va vous présenter en fait les différents éléments qui vont vous permettre d'arbitrer, de décider si vous allez pouvoir embaucher un jeune ou pas. Donc, on vous a présenté, là, vous allez voir, vous allez garder la présentation. Hein, donc, je vais aller assez vite sur les histoires du public. Il faut savoir que le contrat d'apprentissage, et c'est ainsi depuis l'année dernière, il est ouvert pour les jeunes à partir de 16 ans et ce jusqu'à 29 ans. C'est même décalé au-delà pour les jeunes qui sont en poursuite d'études, c'est-à-dire qu'un apprenti qui serait en cours de formation à 29 ans et qui, sur un équivalent Bac+2, qui souhaite poursuivre ses études, peut continuer et aller sur des diplômes supérieurs jusqu'à 34 ans révolus. Et vous pouvez également, ça peut vous intéresser si vous avez des sportifs de haut niveau, les accompagner tout au long de leur carrière, parce que là, il n'y a pas de limite d'âge. Donc ça, on verra peut-être dans les questions-réponses si vous êtes concernés par ce sujet, qui sont pour nous des cas particuliers, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau et éventuellement, puisque vous avez parlé des Jeux Olympiques 2024 et de la suite qui va être donnée avec les Paralympiques, bien évidemment, il y a des dispositifs particuliers pour les travailleurs en situation de handicap qui peuvent bénéficier, en tout cas pour ce qui est des organismes de formation, d'un financement complémentaire et d'un allongement du cursus de formation. Donc, voilà, pour la question d'âge. Les mineurs dans le sport, je ne sais pas si vous en avez beaucoup de moins de 16 ans, mais il y a des dérogations pour les jeunes avant 16 ans, mais jusqu'à présent, on en a vu de notre côté, en tout cas, assez peu. Si tu veux bien passer, Laurent. Oui, je note qu'il y a une dérogation pour les sportifs de haut niveau également. Oui, c'est le sujet que je souhaiterais aborder dans les questions diverses, parce que je ne sais pas si autour de la table aujourd'hui, les clubs qui sont présents ont au sein de leurs équipes des jeunes qui sont concernés, qui pourraient l'être à l'avenir, puisqu'on sait qu'on a cet objectif des Jeux Olympiques où, effectivement, en tout cas, les services de l'État ont décidé de mettre en place un accompagnement assez fort aussi. Alors, le contrat d'apprentissage, en fait, il permet aux jeunes d'acquérir un diplôme. En fait, si vous décidez à un moment donné de prendre un jeune chez vous, c'est certes un contrat de travail que vous allez signer avec l'apprenti, mais ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est un contrat quand même de type très particulier, parce que le jeune, quand vous l'accueillez, il n'est pas formé. Donc, il va se former, bien évidemment, en suivant ce cursus de formation, mais il va se former également quand il va être au sein de votre club ou de votre association. Ce qui veut dire que l'apprentissage va se faire de manière alternée, c'est pour ça qu'on parle d'un alternant. Il va être un coup dans l'entreprise ou dans l'association, un coup à l'école. Les rythmes de formation changent, mais en tout cas, il faut qu'il y ait cette période d'alternance. Ce qui est obligatoire, et c'est souvent la question qui nous est posée, c'est la durée de la formation. En fait, le temps passé au CFA ne peut être inférieur à 25% de la durée totale du contrat. Pour vous donner un exemple, on considère qu'une année, c'est 1600 heures de travail. Donc, si vous embauchez un jeune sur une année, il faut que le temps qu'il passe en formation soit au minimum de 400 heures. Donc, il faut que vous ayez cet élément-là en tête, parce que se pose et se posera par la suite la question de la durée du contrat de travail, puisqu'un contrat de travail signé pour l'embauche d'un jeune n'est pas forcément équivalent au temps de formation. Vous pouvez embaucher un jeune un peu avant et le garder un peu après. Si tu veux passer, Laurent, à la diapositive suivante. Donc, par rapport à ce que je vous indiquais à l'instant, donc, lorsque vous allez embaucher un jeune en contrat de travail, vous avez la possibilité de l'embaucher soit en CDD, soit en CDI. Alors aujourd'hui, je vous avoue qu'on a très peu de CDI de conclus, mais il faut savoir que c'est une possibilité qui est ouverte, rien ne vous en empêche. La plupart des contrats sont principalement donc signés en CDD. La durée du contrat d'apprentissage a été réduite, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez même embaucher un jeune pour une durée de 6 mois, ce qui est surtout intéressant pour des titres professionnels.
Après, sur des titres qui sont plus longs, je sais qu'autour de la table, vous avez principalement des jeunes qui se forment sur les DEGEPS et les BPGEPS, dont là, les durées de formation sont plus longues, donc vous serez moins concernés par ces DD de 6 mois, mais en tout cas, il faut savoir que ça existe. Et la durée maximale du contrat est de 3 ans et peut aller jusqu'à 4 ans dans quelques cas particuliers, et notamment pour les sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est important de savoir que vous pouvez étaler le temps du contrat pour permettre aux sportifs de se former au CFA, aussi dans l'entreprise, mais aussi de pouvoir répondre aux sollicitations, manifestations sportives, à son temps d'entraînement qui est important, etc. Alors, pour ce qui est du contrat, ce que je vous indiquais précédemment, c'est que vous pouvez embaucher un jeune au plus tôt 3 mois avant le démarrage de la formation. C'est-à-dire que là, par exemple, vous savez que la formation, le DEGEPS va démarrer au mois de septembre, mais vous avez besoin, pour une raison X ou Y, d'entamer la saison un petit peu plus tôt, et vous souhaitez accueillir le jeune plus tôt dans votre structure. Sachez que c'est possible, donc dans un temps maximal de 3 mois. Et de la même manière, une fois que ce jeune aura passé son diplôme, vous pouvez le garder 2 mois supplémentaires après le passage des examens. Par contre, il faut que tout soit défini au moment où vous allez signer le contrat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui embaucher le jeune jusqu'à telle date, par exemple, jusqu'à la fin, au passage de l'examen, faire un contrat en ce sens, et puis, une fois l'examen passé, revenir vers nous en disant finalement, on voudrait le garder 2 mois de plus. Ça, ce n'est pas possible. Donc, si vous décidez de le prendre sur une période plus longue, il faut que le contrat soit signé en ce sens dès le début. Ces histoires de signature, elles sont importantes parce que, comme précédemment, je vous indiquais que le temps en formation devait être au minimum de 25%. Si vous décidez en tant que club d'accueillir le jeune plus tôt et de le garder plus tard, il faut quand même à chaque fois bien s'assurer que dans ce laps de temps, il aura au minimum ces 25%. C'est souvent là que la question se pose et qu'on est obligé de vérifier avec vous qu'on reste bien dans le cadre légal. On vous parle après des possibilités de rupture parce que, bien évidemment, qui dit contrat de travail, tout contrat de travail peut être rompu. Le jeune a les mêmes droits et devoirs lorsqu'il est dans l'entreprise. Il y a des conditions, des clauses de rupture qui ont été nouvellement introduites en 2019 lors de la réforme des contrats d'apprentissage. Sachez que vous avez notamment 45 jours après avoir accueilli le jeune chez vous pour décider de le garder ou pas. C'est ce qu'on appelle la période probatoire. Bon, le terme n'est pas très joli, mais il faut savoir que c'est 45 jours dans votre structure. C'est-à-dire que vous excluez de cette période de 45 jours le temps qu'il aura passé en formation. Et de la même manière que vous pouvez décider de ne pas le garder, le jeune, lui, peut aussi décider de rompre son contrat, donc soit d'un commun accord avec vous, soit en démissionnant. Juste par rapport à cette question de rupture, la question qui nous est souvent posée également, c'est que si vous mettez un terme au contrat, que ce soit vous ou le jeune, il faut savoir qu'il a 6 mois derrière pour retrouver une entreprise et où l'OPCO continuera à maintenir le financement des frais de formation. Donc ça, c'est intéressant parce que quelquefois, certains se disent « oui, mais si j'arrête le contrat, qu'est-ce qu'il devient ?» Sachez en tout cas qu'il aura toujours la possibilité de poursuivre sa formation, que ses frais seront pris en charge par nos soins et que ça lui laisse le temps de se retourner pour trouver donc une nouvelle entreprise ou pour terminer son cursus de formation en passant le diplôme si la rupture intervient quelques mois juste avant la fin du parcours. D'un point de vue plus global, mais j'en parlerai peut-être, passe Laurent, j'en reparlerai après pour les formalités de dépôt. Ok. Si tu veux bien. Alors, si vous, toujours dans l'hypothèse où vous allez décider d'embaucher un jeune, alors c'est pas une contrainte, mais peut-être pour vous la difficulté, ça va être de désigner le maître d'apprentissage qui va pouvoir l'accompagner tout au long de ce cursus. Devenir tuteur, c'est passer du temps quand même avec l'apprenti. Il y a une responsabilité qui est portée par le tuteur qui fait que nous, on encourage fortement les clubs à envoyer cette personne suivre une formation. C'est important que cette personne sache en quoi ça l'engage vis-à-vis du jeune, vis-à-vis de la relation également avec le centre de formation, puisqu'ils vont faire le lien ensemble pour s'assurer que le jeune est bien dans la structure, qu'il va bien acquérir les compétences qui sont nécessaires pour l'obtention du diplôme. Il y a tout un relationnel et puis les jeunes ne connaissent pas le monde du travail, donc c'est aussi pour une première insertion, c'est toujours un lien qui est fondamental, ça conditionne aussi la première approche de l'entreprise bien souvent.
Donc, il y a des conditions de diplôme qui sont requises, bien évidemment, pour accueillir et accompagner le jeune. Mais il y a aussi, je dirais, ça c'est plutôt notre côté, voilà, il faut que la personne ait envie de le faire. C'est pas donné à tout le monde d'être maître d'apprentissage, je dirais. Hein. Et donc, outre cette question du diplôme, il faudra aussi, il y a des conditions. Vous avez certains clubs qui vont vouloir embaucher plusieurs jeunes. Il faut savoir qu'un tuteur ne peut accompagner que 2 jeunes, éventuellement un 3e s'il s'agit d'un redoublant. Alexia, on nous pose une question dans le chat relatif au contrat d'apprentissage. On nous pose la question, est-ce qu'une personne en CDI peut signer un contrat d'apprentissage? Oui, tout à fait. C'est envisagé. Dans ce cadre-là, si... Ah, excusez-moi, j'ai Alexa qui répond à la maison aussi, à côté de moi. Oui, tout à fait. Ça veut dire que le temps, il est en CDI, il est sur certaines fonctions dans le club et le club a vu avec la personne qu'il avait besoin de se former sur tel ou tel diplôme, ça peut être une reconversion d'ailleurs, et à ce titre-là, il peut partir en contrat d'apprentissage, il signe un contrat, un CERFA habituel et l'entreprise, à ce titre, perçoit d'ailleurs les aides qui sont actuellement délivrées par l'État. Mais c'est arrivé plusieurs fois cette année quand la situation se présente. On nous a posé aussi une question, vu que le contrat d'apprentissage peut démarrer avant le début de la formation, si la personne échoue au concours d'entrée en formation. Comment ça se passe par rapport à ce contrat? C'est une rupture. En fait, la condition n'est plus remplie pour qu'il puisse intégrer la formation. Donc, c'est soit le centre de formation peut lui proposer peut-être un diplôme avec un niveau inférieur. Ça, c'est envisageable. Dans ce cas-là, vous signez un avenant, enfin, le club signe un avenant avec le CFA et lui propose le niveau en dessous. C'est juste un avenant, puisqu'on peut dire que sur les fondamentaux, on reste dans le même périmètre. Par contre, si le titre, enfin, s'il change complètement de formation, là, c'est une rupture et un nouveau contrat de travail. Sur le contrat, c'est tout. Là, on a aussi une question sur le maître d'apprentissage. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs maîtres d'apprentissage pour un apprenti? Alors, ils ne sont pas maîtres enfin, c'est pas tout à fait organisé comme ça. C'est-à-dire que sur le CERFA, le club a la possibilité de noter 2 maîtres d'apprentissage. Alors, pourquoi 2 maîtres d'apprentissage? Parce que auparavant, il y avait, d'un point de vue administratif, beaucoup d'avenants à signer. En fait, à chaque fois qu'un maître d'apprentissage quittait l'entreprise, il fallait faire un avenant au contrat pour renommer un nouveau maître d'apprentissage pour le jeune. Donc, cette contrainte administrative, les services de l'État ont essayé de la combler en proposant d'inscrire directement 2 maîtres d'apprentissage sur le CERFA. Néanmoins, ils n'ont pas forcément à vocation à être tuteurs les 2 en même temps. Enfin, il y a un tuteur et après, ça n'empêche que dans l'entreprise, on a tous des collègues, des collaborateurs, des responsables. Ils n'ont pas la fonction de tuteur au sens propre du terme, mais ils accompagnent le jeune comme tout un chacun qui travaille dans l'entreprise. On accompagne de nouveaux collaborateurs. Et on entend aussi la notion d'équipe tutorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous l'entendez où, l'équipe tutorale? On a déjà vu ça dans des éléments de langage où il y aurait plusieurs personnes qui accompagneraient le jeune et qui formeraient une équipe tutorale. Après, ça dépend comment est structuré l'accompagnement au sein de l'entreprise, s'il y a plusieurs jeunes. Après, je sais qu'au sein des clubs et des associations, il y a souvent d'un côté la ligue, il y a souvent le club qui accueille le jeune. Et c'est vrai que dans le cadre en tout cas dans cet univers sportif, même si le terme de tuteur, juridiquement parlant, il est porté par celui qui est inscrit dans le CERFA, ce que je vous disais, c'est d'une manière plus globale. Le jeune, il est encadré, il y a une personne qui va peut-être l'accompagner plutôt sur comment j'encadre des jeunes dans le milieu sportif, ou après ça peut être comment je développe mes compétences pour coacher. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Donc l'équipe tutorale, elle est plutôt, à mon avis, elle englobe cela. Mais c'est différent, ces éléments de langage, je dirais, avec la notion vraiment le maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, c'est vraiment lui qui va travailler conjointement avec le CFA. C'est-à-dire que si le jeune rencontre des difficultés au sein de la structure d'accueil, il va se rapprocher du CFA et c'est ensemble qu'ils vont essayer de les résoudre.
Vous voyez, il y a quand même un engagement qui est fort de ce maître d'apprentissage. C'est lui l'expert et c'est lui qui forme principalement et qui est là au quotidien. C'est pour ça que dans les associations, ce qu'on demande, c'est que le maître d'apprentissage, alors il peut être bénévole, mais si c'est un dirigeant du club, mais il faut que cette personne soit présente au quotidien, parce que si l'apprenti ne peut pas être tout seul, il ne peut pas être livré à lui-même, être sur place, et ça ne peut pas être d'autres bénévoles qui sont à côté qui le forment, puisqu'il s'agit bien de cela, de former un jeune. Justement, on a des structures qui souhaiteraient prendre un apprenti, mais qui fait appel souvent à des bénévoles et qui n'a pas de salariés, mais qui travaille avec les clubs d'à côté. Est-ce qu'on peut avoir un maître d'apprentissage salarié d'une autre structure? Non, ça, c'est pas possible. Par contre, au sein du club, même s'il n'y a pas de salarié, il est possible de désigner un bénévole, parce qu'il y a forcément au sein du bureau une personne qui, on va dire hiérarchiquement parlant, a la possibilité de signer des contrats. Donc en général, c'est le président. Mais après, évidemment, on rentre dans une autre dimension qui est, il faut que le président ait les diplômes nécessaires ou l'expérience suffisante pour pouvoir accompagner le jeune et qu'il soit suffisamment présent, on en revient toujours au même, sur site. C'est pour ça que souvent, alors c'est peut-être là où on entend, c'est pour ça que je vous parlais des spécificités du sport quand même, c'est que les ligues assurent aussi beaucoup la formation des apprentis parce que du coup, l'apprenti va, oui, certes, être présent dans son club qui l'embauche, mais va pouvoir se déplacer parce qu'il y a c'est pas des séminaires, des animations, des formations, etc., qui restent en tout cas dans le périmètre. Très bien, on a aussi des questions sur l'aspect financier, mais ça, c'est quelque chose que vous allez développer ensuite. Oui. Alors du coup, voilà, on va arriver alors sur le volet financier. Il y a plusieurs choses. Il y a le volet, ce que prend en charge l'OPCO, donc en l'occurrence, nous pour les entreprises du sport. Donc nous, ce qu'on prendra en charge, ce sont les frais de formation, on y reviendra plus tard. Le club, lui, qu'est-ce qu'il va avoir à sa charge? Il va devoir supporter, bien évidemment, les coûts salariaux du jeune. À partir du moment où il embauche un apprenti, on a vu que c'était soit une embauche en CDD ou en CDI, qui dit signature d'un contrat de travail, dit rémunération. Il faut savoir, dans le cadre de l'apprentissage, les rémunérations sont intéressantes plutôt du côté de l'employeur, puisqu'elles sont plus basses que dans le cadre du contrat de professionnalisation. Pour le jeune, c'est un petit peu moins intéressant, parce que là, on vous a mis le tableau avec les montants qui sont versés aux jeunes, qui respectent un cadre légal. Pour le coup, ils ont une rémunération qui est un pourcentage du SMIC, et plus l'apprenti est jeune, et plus du coup sa rémunération est faible, et plus il est âgé. Alors aujourd'hui, on est âgé à 25 ans. À 25 ans, on a 100% du SMIC. Mais bon, du coup, les salaires évoluent tout au long du parcours de formation. Si le jeune signe un contrat sur plusieurs années, son salaire va évoluer tous les ans. Et de la même manière, il y a des changements de niveau quand ils arrivent à ce qu'on appelle la date anniversaire, c'est-à-dire que le mois qui suit leur anniversaire, quand ils changent de tranche d'âge, ils ont aussi une revalorisation de leur salaire. Donc, ça veut dire pour le club, lui faire un salaire tous les mois. Alors, j'insiste un peu parce qu'on a eu plusieurs fois la question cette année. Ce n'est pas nous qui faisons les bulletins de paye. C'est vraiment les clubs qui embauchent, qui payent les jeunes. Après, ce que le club va recevoir en contrepartie, j'allais dire, mais parce qu'actuellement, il y a des aides qui sont versées par les services de l'État, c'est une indemnité qui va couvrir partiellement ou totalement le montant de cette rémunération. Après, en termes de charges, comme les salaires sont inférieurs au niveau du SMIC, il y a des abattements de charges qui font que l'entreprise ne paye pas de charges sur ces salaires, ou alors, sauf s'ils arrivent à négocier, à verser des salaires bien au-delà du SMIC, ça peut exister. Ça, ce qu'on vous indique, ce sont des minima. Bien évidemment, une entreprise, si elle veut payer plus, elle peut toujours faire plus que la loi. Est-ce qu'il y a des questions sur les salaires, Céline, ou on peut passer à la... Alors oui, il y a une question pour un apprenti qui sort déjà d'une période d'apprentissage. Quel est le niveau de salaire aligné sur celui de la deuxième année de la période précédente? Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça. En fait, si vous regardez le tableau, mais là, on arrive déjà dans les éléments techniques, à chaque fois que vous allez embaucher un jeune, il va falloir que vous regardiez, vous repérez dans le tableau. Donc, vous allez déjà regarder quel âge, la première chose à regarder, c'est quel âge a le jeune au moment où il signe son contrat. Ça va définir dans quelle colonne. Vous voyez, vous avez une colonne 16 à 17, une colonne 18 à 20, une autre 21 à 25 et l'autre de là. Donc, vous allez regarder
le premier réflexe, c'est d'aller regarder dans cette colonne. Ensuite, vous allez regarder s'il signe un nouveau contrat, c'est donc qu'il démarre donc une nouvelle formation. Un contrat d'apprentissage est égal à une formation. Néanmoins, il se peut, parce qu'il a une vie auparavant, qu'il ait des compétences qu'il ait acquises, ou alors qu'il ait déjà suivi un diplôme et qu'il ait payé lui-même en scolarité classique et ensuite qu'il se destine à l'apprentissage. C'est un peu différent de la question que vous avez posée, mais je vais arriver quand même après. Dans ce cas-là, il peut intégrer un niveau différent. Je dis par exemple une formation qui a lieu en 2 ans. Si le jeune arrive en première année de ce cursus, on va regarder son âge et on va se baser sur la première année de rémunération. Si maintenant il intègre directement la 2e année par voie d'apprentissage, puisque la première année il l'avait fait financé par ses propres moyens, il sera payé sur la base d'une 2e année de contrat d'apprentissage. Ce qui veut dire, si on donne un exemple, là par rapport à la question que vous avez posée, ça peut être un jeune qui a passé un BPGEPS en apprentissage. Si on rentre dans la case 18-20 ans, il a fait une année de BPGEPS, il avait 43% du SMIC et maintenant il veut faire le DEGEPS, qui peut être un enchaînement logique. Dans ce cas-là, il est toujours dans la tranche 18 à 20 ans, mais il recommence c'est une première année du cycle. Donc, il est toujours sur la base des 43% du SMIC. Il n'y a pas d'évolution de son salaire. Il n'est pas en 2e année. Par contre, et c'est plutôt valable, cette situation-là, pour un jeune qui aurait suivi, par exemple, un cursus de 3 ans précédemment. Donc, on le retrouve dans une 3e année. Il a suivi je ne sais quoi et il était à 67% du SMIC. Et là, il se réoriente et il se dit finalement, moi, ce que je faisais, ça ne m'intéresse pas. Je veux passer mon BPGEPS. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, il reprend sur une première année d'études. Et si vous regardez, la première année d'études, quand on a 21 ans, c'est 53% du SMIC. Or, l'année dernière, quand il avait il a terminé son cursus en 3 ans, il était déjà à 67% du SMIC. Ça veut dire que là, maintenant, l'entreprise qui l'embauche, elle a comme obligation légale de le payer à minima ce qu'il percevait l'année dernière. Donc, elle ne le paiera pas 53% du SMIC, mais au contraire, elle devra, tout au moins au départ, le payer sur la base de 67% du SMIC. Vous voyez la subtilité? On va prendre une dernière question et après on va enchaîner pour qu'on puisse ensuite présenter l'offre de formation. On nous demande si un jeune de 25 ans et 2 mois à la date de signature du contrat, où se situe-t-il? Dans les 21-25 ans ou 26 ans et plus? Elle est jusqu'à 25 ans révolus. Donc là, il sera en dessous de 26 ans. Alors, si on continue sur l'histoire du financement, donc là, on a parlé de la rémunération. Moi, ce que je vous indiquais, c'était que l'AFDAS prenait en charge les frais de formation. Bon, c'est un peu technique, comment sont fixés les coûts de formation. Faut savoir que c'est les branches qui se positionnent. Là, dans le cas des BPGEPS et DEGEPS, le coût pour un BP, c'est 8 700 € à l'année et un DE, on a 10 100 € à l'année. Donc voilà, en général, les CFA, je pense que vous confirmerez, messieurs qui sont présents, vous proposez des coûts qui sont équivalents à ce qui est validé par la branche du sport. Donc, logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de reste à charge pour l'entreprise, c'est assez rare. Il faut savoir qu'en plus, on peut prendre en charge des frais d'hébergement et de repas quand l'apprenti est en formation, mais que ces frais, du coup, sont supportés par le CFA. Donc, en fait, tout ce qui est attrait à la formation et aux frais annexes, ça passe directement entre l'AFDAS et le CFA. L'entreprise n'est pas concernée, elle n'a pas d'avance de frais à faire, rien du tout. Il y a une subrogation de paiement totale et donc c'est nous qui nous en occupons. Donc de ce côté-là, vous n'aurez rien à payer. Pour ce qui est de la formation du tuteur, maître d'apprentissage, de la même manière, c'est pris en charge sur les frais de l'alternance. Donc, ce n'est pas à la charge de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on peut payer la formation du tuteur. La formation, elle dure au minimum 7 heures et maximum 21 heures. Donc ça, c'est également nous qui allons la régler. Par contre, il faut faire une demande de prise en charge. Donc chaque entreprise, là, ça relève de la responsabilité du club de nous faire la demande de prise en charge pour le tuteur qu'elle veut envoyer en formation. On lui enverra un accord de prise en charge et ensuite, on se rapprochera de l'organisme de formation pour lui payer les frais de formation. Et enfin, sur la dernière aide, en tout cas faite par l'AFDAS à destination, alors là, des petites structures, en fait, puisque cette aide est conditionnée à la taille de l'entreprise, mais de ce que je comprends, vous êtes aujourd'hui beaucoup à suivre le webinaire, à être en tout cas de moins de 11. Il faut savoir que l'AFDAS peut rembourser jusqu'à 1 380 €
pour chaque tuteur qui accompagne un jeune pour en fait indemniser le temps passé par ce tuteur dans cet accompagnement. Donc, ça peut être le temps passé où il n'est pas à ses fonctions habituelles, mais ça peut être aussi pour couvrir des frais, parce qu'il a peut-être besoin de l'accompagner dans des démarches ou des manifestations, etc. Donc, cette aide, elle est versée une première fois en partie au bout des premiers 6 mois du contrat et à la fin au bout des 12 mois du contrat. Et là, c'est pareil, c'est au club de se rapprocher de nous pour nous dire, ben voilà, je vais vous solliciter pour cette aide et nous, on remboursera sur présentation d'une facture là directement au club. Si tu veux passer, Laurent. Et c'est Benjamin qui va vous expliquer. Voilà, on va passer à Benjamin. Tout à l'heure, on parlait des aides exceptionnelles à l'embauche d'un alternant. Et donc, Benjamin va nous préciser tout ça. Oui, alors en plus de ces divers financements qu'on a vus, les entreprises bénéficient d'aides gouvernementales pour les aider à embaucher dans le cadre de l'apprentissage. Alors en ce moment, il y a une aide qui est particulièrement intéressante. En effet, dans le cadre de son plan de relance, l'État a prévu le versement d'une aide exceptionnelle en remplacement de l'aide unique pour tout contrat en alternance signé avant la fin de l'année et pour les entreprises qui ont moins de 250 salariés. Alors, c'est une aide qui est de 5 000 € pour les apprentis de moins de 18 ans et qui est de 8 000 € pour les apprentis de plus de 18 ans. Donc, c'est une aide qui est valable sur 1 an, qui est versée pour objectif de compenser largement la charge salariale qui est supportée par l'entreprise. Mais comme le disait Alexia tout à l'heure, cela ne dit pas apprenti. Alors après cette aide exceptionnelle, il y a toujours l'aide unique qui existait auparavant à l'embauche après la première année qui est de 2 000 €, mais c'est vraiment pour les diplômes équivalents au baccalauréat, donc c'est plus restrictif. Voilà. Merci Benjamin. On repasse la parole à Alexia pour connaître un petit peu les pièces administratives à transmettre. Je vous propose d'accélérer un petit peu pour qu'on puisse avoir je vais essayer d'aller vite. Bon, pour savoir, dans vos obligations en tant qu'employeur, à partir du moment où vous aurez signé un contrat d'apprentissage, il faut savoir que vous avez un CERFA. Donc, c'est un document obligatoire qui existe, que vous trouverez sur notre site, que vous devez compléter. Ce document, vous devrez nous l'adresser dans les 5 jours qui suivent l'arrivée du jeune au sein de la structure. Pour que nous, on puisse gérer ce contrat, on va vous demander, on vous a ouvert à tous, et pour ceux en tout cas qui n'auraient pas accès, vous avez accès au portail Maya dans lequel vous voyez vos dossiers, etc. Donc, c'est sur ce portail-là que vous devrez déposer le contrat. Donc, vous devrez nous joindre au contrat, à la convention que vous aura remis le CFA. Il faut savoir que nous, on a 20 jours pour vous répondre et qu'ensuite, de manière dématérialisée, en fait, on envoie toutes les informations au service de l'État, en l'occurrence à la Direction générale de l'emploi et la formation professionnelle. Et c'est ça qui va déclencher le processus d'aide. Donc, dans un premier temps, vous n'aurez rien à faire. La transmission, elle est vraiment automatique. Souvent, vous nous posez la question, qu'est-ce que je dois faire pour toucher l'aide? Vous n'avez rien à faire, si ce n'est enregistrer le contrat dans notre portail à nous pour qu'on puisse nous vérifier que tout est conforme, le valider, déposer le contrat et ensuite l'agence de service des paiements reviendra vers vous et c'est à ce moment-là en fait que vous aurez une action à faire puisque eux vont vous demander votre RIB en gros pour faire le virement. Donc n'oubliez pas de donner votre RIB, sans ça pas de virement possible. Voilà, on a fait un petit laïus sur les coûts de la formation mais je vous en ai déjà parlé donc ça on peut passer. Hop. Merci Alexia. Pour conclure. On passe directement, je vous laisse conclure et puis après on passe directement à l'offre de formation BPGEPS. Oui, j'en ai pour à peine 2 minutes. Donc, vous êtes essentiellement des structures de moins de 50 salariés. Si vous ne connaissez pas forcément le nom de votre conseiller emploi-formation, eh bien, vous avez ici un service proposé par la DAS, c'est une plateforme qui s'appelle Allo TPE Alternance. Et vous pourrez donc appeler à ce numéro et vous aurez un conseiller emploi-formation qui vous donnera tous les renseignements sur le montage d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Si vous avez déjà un contrat d'apprentissage dans les tuyaux, dans les services d'Alexia, et que vous avez des questions, vous pouvez appeler son service ou bien lui adresser un mail. On vous a mis toutes les coordonnées ici.
Et enfin, on a monté un certain nombre de webinaires sur l'alternance et notamment sur l'alternance dans le monde du sport. On vous a mis le lien à gauche. Vous pourrez donc consulter ces webinaires pour en savoir plus sur l'alternance. Et Benjamin vous en a parlé. Un jeune, une solution, les aides exceptionnelles à l'embauche. Pour aller plus loin, on vous a mis l'adresse du site internet. Et voilà. Alors, merci à vous pour cette intervention. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur le programme avec la présentation de l'offre de formation du BPGEPS. Michael, je te laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Très bien. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter l'organisation des Pays de la Loire et la manière dont on a développé l'apprentissage sur le territoire en s'appuyant sur la formation BPGEPS qui est dispensée sur l'ensemble du territoire. Alors, je vais peut-être passer en diaporama direct. Hop. Donc, si on rappelle, voilà, le BPGEPS est une des formations éligibles à l'apprentissage. Voilà, donc c'est une formation qui se diffuse sur l'ensemble du territoire. Donc quelques chiffres pour vous montrer comment nous avons évolué au sein des Pays de la Loire. Donc on a démarré la formation BPGEPS en 2016 et dès 2017 on a signé une convention avec le CFA du sport et de l'animation des Pays de la Loire pour devenir UFA, unité de formation d'apprentis. Pour précision par rapport à l'organisation, c'est un CFA qui est hors les murs, c'est-à-dire qu'ils gèrent eux la partie administrative et en fait ils s'appuient sur des organismes de formation pour mettre en place le processus pédagogique. Et comme vous pouvez le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes depuis cette convention et ce partenariat avec qui on s'entend d'ailleurs très très bien n'a fait qu'augmenter en termes d'apprentis. Et pour arriver très certainement dans les prévisions de la prochaine saison à venir, à pas loin de 35 contrats d'apprentissage qui vont être signés très prochainement, d'ici le mois de juin. Quelques chiffres également sur l'insertion. Alors même si ces chiffres-là ne sont pas à 100% sur que des apprentis, ce sont les 56 personnes qui ont été diplômées depuis le début de la formation et il y a eu, comme vous pouvez le voir, 45 créations d'emplois, dont 25 temps plein, 25 temps partiels qui se situent, comme vous pouvez le voir, entre 25 et 30 heures. Et 11 personnes en reconversion qui malheureusement, ce chiffre a grossi dernièrement, sans doute lié au Covid, où certains éducateurs qu'on avait formés ont souhaité prendre du recul. Mais c'est un chiffre qui était beaucoup moins important ces derniers mois. Le rôle du CFA avec lequel on travaille, il est, comme on a pu l'entendre précédemment, il est là pour récupérer les fonds de l'apprentissage via l'AFDAS, de formaliser les contrats d'apprentissage CERFA entre l'apprenti et la structure une fois que nous avons fait les tests de sélection et transmis la liste des stagiaires, des candidats qui étaient sur le dispositif de l'apprentissage. Sont également là pour toutes les aides financières dont vous auront parlé nos collègues de l'AFDAS, que ce soit sur les logements, fonds sociaux, sur les aides au matériel, notamment les ordinateurs. Voilà, ils sont présents et ils nous appuient sur ce critère-là. Et comme je le disais tout à l'heure, soutien administratif et législatif auprès de l'IRFBB et des structures. La stratégie de notre institut de formation, au travers de cette formation par alternance de BPGEPS et donc d'apprentissage, c'est de former des éducateurs et des développeurs de clubs. On met un poids, je dirais, aussi important sur la notion de développement que d'éducateur. On parle bien entendu pas de performance, on est uniquement sur la dominante animation, éducation et développeur, de manière à avoir une stratégie de développement sur l'ensemble du territoire, notamment avec toutes les nouvelles pratiques que la fédération nous propose.
On a un accompagnement dans la mise en place des dispositifs de formation, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais on accompagne les structures et les apprentis dans la mise en route, en tout cas, ou la préparation de l'entrée en formation. Une fois que la formation est en place, on accompagne sur la durée de la formation pour s'assurer du suivi et d'envisager la pérennisation le plus rapidement possible, c'est-à-dire quasiment dès le début de la formation. Et enfin, chose qui n'est pas négligeable, ça nous permet aussi de faire de la formation de dirigeants et d'éducateurs, les maîtres d'apprentissage, qu'on va former via la formation des BPGEPS. La préparation en amont de cette formation, pour nous, dans le ruban, les dossiers d'inscription, la période d'inscription se déroule de janvier à fin avril. Sur cette période-là, avec ma collègue Pauline Graton et notre collègue Timothée Feutry, nous faisons de l'accompagnement sur les structures, sur les apprentis, pour répondre à l'ensemble des questions, des questionnements, alors que ce soit pour l'apprenti sur la partie pédagogique et les structures sur la partie financière. On répond en grande partie à l'ensemble des questions, en tout cas des informations qui ont été exposées par nos collègues de l'AFDAS pour essayer de les guider. Donc, on est là pour les appuyer, en tout cas, et monter le dossier. Alors, il n'y a pas que, on fait aussi on travaille sur d'autres dispositifs tels que Transition Pro ou avec Pôle emploi, mais comme vous avez pu le voir, on est maintenant rendu à 80-90% de remplissage par l'apprentissage dans nos formations. On insiste bien dans cette période-là sur le fait que, même si on en a conscience, le prisme, ce n'est pas une entrée parce que c'est un salarié à pas cher. On insiste bien sur l'engagement que ça implique de la structure et du maître d'apprentissage sur le critère de la formation. Et pour ça, on a préparé des chartes, et les chartes sont proposées donc à la fois aux structures et aux maîtres d'apprentissage pour savoir exactement dans quoi ils s'engageaient avant de signer et de pouvoir s'engager dans cette formation. On propose donc cette liste à notre CFA, et le CFA, lui, va gérer toute la partie administrative, va venir en contact avec les structures et l'apprenti pour signer ce CERFA, sachant que, comme l'a expliqué les personnes de l'AFDAS, au niveau du coût de la formation, c'est une opération blanche en fait pour le club, puisqu'en fait c'est l'AFDAS finance le CFA, et le CFA va nous payer, nous régler directement au niveau de l'OF. Reste à charge le financement du salaire. Voilà, donc c'est relativement simple. En fait, le dispositif est relativement simple, beaucoup plus simple que de passer par des dispositifs de Transition Pro ou de Pôle emploi. Lorsqu'on rentre dans le cœur de la formation, donc nous avons deux formations, enfin on en a une première là, sur Angers de cette année, où on est sur une formation du BPGEPS avec les mêmes contenus sur 1 ou 2 ans, avec des volumes horaires forcément différents, donc qui seront basés sur Nantes historiquement et donc nouvellement sur Angers, sachant que très vite le profil, c'est les plus jeunes et les moins expérimentés seront fléchés sur Angers, et les plus anciens et plus expérimentés et diplômés de diplômes fédéraux seront orientés sur Nantes. L'alternance, elle s'appuie sur un fonctionnement de formation en OF en début de semaine, alors 1 ou 2 jours, 2 jours à Nantes, 1 jour à Angers, et sur le reste de la semaine en immersion structure, avec leur maître d'apprentissage. Et ça, on insiste bien, ça fait partie du cahier des charges, comme ça a été expliqué précédemment. Il y a une vraie volonté que le maître d'apprentissage soit avec le stagiaire, et en aucun cas le stagiaire doit se retrouver tout seul. Alors, de temps en temps, ça peut arriver, mais globalement, on doit avoir un vrai accompagnement du maître d'apprentissage sur cette formation, y compris avec une réunion hebdomadaire qu'on souhaite pour discuter de la formation et des projets qui sont demandés et les commandes qui sont demandées à l'apprenti. L'objectif de formation, c'est de former des animateurs éducateurs, des développeurs de clubs, également des formateurs au sein de la structure, notamment au niveau des bénévoles, et d'avoir des compétences administratives. En ce qui concerne le maître d'apprentissage, on propose 2 journées de formation, comme ça a été présenté également. Donc ça fait 3 ans qu'on le met en place.
C'est particulièrement suivi maintenant et apprécié, puisque là, on est sur un taux de remplissage à 90% à peu près de maîtres d'apprentissage qui participent à cette formation, donc dans laquelle on va travailler sur le rôle et les missions du maître d'apprentissage. Dans les différentes thématiques, c'est comment accueillir, intégrer, comment transmettre, comment évaluer son apprenti. Voilà, on essaie de faire prendre de la hauteur au maître d'apprenti, parce que on peut être éducateur, mais pas forcément avoir les compétences pour être effectivement maître d'apprentissage. Donc voilà, on développe cette formation et on en réflexion sur une 3e journée pour ceux qui auraient déjà participé 2 fois à cette formation sur la partie plutôt méthodo et développement et sensibilisation des nouvelles pratiques. La collaboration avec le maître d'apprentissage s'articule autour d'échanges réguliers avec les formateurs, des points d'étape qui sont cruciaux pour nous, qui se situent à 2 ou 3 fois par an, où nous, les formateurs, on se déplace sur la structure pour voir l'apprenti en situation professionnelle et faire le point avec le maître d'apprentissage et le dirigeant sur la formation en elle-même, mais aussi sur la pérennisation du poste. Voilà, donc on travaille un petit peu, enfin on discute et c'est un point d'étape avec un bilan qui en ressort à chaque fois. Avec des outils, donc il y a des outils qui nous servent dans l'alternance, dont le livret de compétences, livret d'apprentissage, livret de compétences, le tableau stratégique de formation, qui est le tableau de bord, on va dire, de la formation sur l'ensemble de la durée, de manière à ce que tout le monde sache à quel moment qui fait quoi. Voilà, ça c'est les différents, il y en aurait d'autres, on pourrait aller un peu plus loin, mais le temps est compté, donc j'avance. Les modalités des échanges avec les dirigeants, on propose 2 à 3 réunions sur la durée de la formation. Une première, quasiment dans la première semaine de mise en route de la formation pour sensibiliser les dirigeants sur les contenus, sur ce qu'on attend d'eux, comment on va fonctionner ensemble, les échanges qu'on va avoir ensemble. Une deuxième réunion qui a lieu plutôt aux 3/4 de la formation sur un échange de bonnes pratiques avec l'ensemble des dirigeants sur l'idée de pérenniser le poste et de le concrétiser, parce que lorsqu'on arrive aux 3/4 de la formation, on sera plus près d'une finalisation. Et entre ces deux réunions, il y a tout le travail dont je parlais tout à l'heure de sensibilisation au rôle d'employeur. Et là, c'est là où on parle un peu de formation de dirigeants, où on va les aider à les accompagner à formaliser les outils temps de travail, fiches de poste, emploi du temps, les accompagner sur les problématiques qu'il peut y avoir dans le relationnel également avec leurs apprentis. En termes de collaboration, des échanges réguliers avec le responsable pédagogique, des régulations si nécessaire, et ça arrive des fois entre l'OF et le CFA et l'apprenti lorsqu'il y a des petits soucis de suivi de formation. Coordination avec l'OF et mise à disposition du MA pour l'apprenti. Encore une fois, il y a différents outils sur lesquels on va travailler dans l'alternance, où il y aura des allers-retours entre l'OF et la structure. Tout ça pour arriver à une montée en compétences de l'ensemble des salariés. Donc évidemment, le jeune apprenti qui, lui, est venu chercher des contenus, des compétences sur sa formation est là pour, comme on l'a déjà décrit, progresser et monter en compétences sur les notions d'encadrement, de développement, de formateur et d'administratif, mais aussi, et ça c'est important, on forme les maîtres d'apprentissage parce que souvent ce sont des gens qui ont des brevets d'État, qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce type de formation et se forment au travers de cette formation via les contenus et se remettent à niveau et ça leur donne envie d'ailleurs aussi d'aller vers des nouvelles pratiques. Donc on a tout à gagner. Et enfin, monter en compétence des dirigeants, puisqu'on va les accompagner sur les dispositifs de financement, on va les accompagner sur leur posture d'employeur, sur les outils et également sur toute la réflexion et les différentes pratiques qui peuvent être employées dans les clubs pour pérenniser le poste de salarié. Voilà l'ensemble du dispositif qu'on essaie d'appliquer depuis quelques années maintenant sur les Pays de la Loire pour créer de l'emploi et puis développer l'ensemble des clubs. Voilà.
Merci, Mickaël. On a une petite question. Est-ce que seuls les BPGEPS mention sport co sont accessibles ou cela peut concerner les mentions animation? Donc, pour moi, l'apprentissage est accessible à l'ensemble des BPGEPS puisque c'est une formation inscrite au RNCP. Oui, c'est tout à fait. Après, ça dépend des OF. Il y a des OF qui fonctionnent ou pas avec l'apprentissage. Mais si l'OF fonctionne, s'appuie sur un CFA, que ça soit n'importe quel BP, oui, peut bénéficier de l'apprentissage. Oui, je confirme. On a pas mal de questions dans le chat, on y répondra après. On va enchaîner directement avec la présentation du DE avec Arnaud. Ok, je prends la main, Céline, je partage mon écran. Très Oui, bien. tu laisseras le diapo à la fin, comme ça je resterai sur ton diapo. Ce sera parfait. Allez, j'avance, je retrouve ma diapo. Hop. Hop. Et Allez, on y va. on répondra à toutes vos questions. Je les ai bien notées et on vous fait une réponse avec l'AFDAS ensuite, vous inquiétez pas. Ok, merci Céline, merci Mickaël pour la présentation. Donc je vais vous présenter rapidement l'offre de formation que l'on porte à la fédération sur le niveau DEGEPS, qui est effectivement pour nous un diplôme qui a été couplé à un autre diplôme pour augmenter l'employabilité, puisque le DEGEPS, il s'agit bien d'un diplôme d'État, le diplôme d'entraîneur fédéral qu'on délivre en même temps. C'est un diplôme qui est propre à notre fédération, qui nous a permis de sécuriser un petit peu notre pratique et augmenter aussi l'employabilité. Alors, autant Mickaël vous a dit qu'ils étaient sur des gros volumes sur de l'apprentissage, autant pour nous, sur le niveau du DEGEPS, c'est plutôt récent d'accueillir des gens en contrat d'apprentissage. Et pour le coup, là, cette année, sur les 3 promotions, donc ça regroupe globalement une quarantaine d'entraîneurs en formation répartis sur le territoire, on n'en a que 8. Voilà. Donc c'est quand même un dispositif qui est peu utilisé, mais bon, qui, j'espère, va se développer. Donc concrètement, les temps forts pour nous d'une formation, juste vous expliquer qu'on n'a pas véritablement de distinguo entre un stagiaire classique et un stagiaire en apprentissage. On essaye de mobiliser en tout cas les mêmes moyens pour l'un et pour l'autre. À partir du moment où il y a un projet, ils passent tous par des temps qui sont bien évidemment liés à la sélection, au positionnement, et ils ont une étape qui est un peu fondamentale aussi, ce qu'on appelle les exigences préalables à la mise en situation professionnelle. Donc, ces moments-là, effectivement, tout à l'heure a été évoqué le fait que s'il n'est pas retenu en sélection, bon, effectivement, le contrat d'apprentissage devient caduc, mais bon, en l'occurrence, à partir du moment où il passe ces étapes-là, il rentre effectivement en formation. Vous dire que pour nous, la formation, elle est sur 4 temps bien distincts. Donc le présentiel, le distanciel, l'alternance, c'est le temps où il est dans votre structure et où il entraîne une équipe. Et on a un 4e temps, ce qu'on appelle chez nous le suivi individualisé, qui permet, en tout cas de la part du formateur, un accompagnement beaucoup plus ciblé pour pouvoir amener le stagiaire dans les meilleures conditions possibles de réussite aux différentes certifications. Et une fois effectivement les certifications passées, le stagiaire, son dossier est présenté en jury final au service de l'État pour qu'on puisse lui délivrer son diplôme. Et là, effectivement, comme le précisait l'AFDAS tout à l'heure, il peut être encore salarié chez vous sur ce type de contrat pendant 2 mois. Voilà, donc là aujourd'hui, on est en train de mettre en place effectivement un suivi de cohorte qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de lisibilité aujourd'hui sur l'employabilité et la pertinence de l'utilisation de ce contrat d'apprentissage. Je n'ai pas vraiment de chiffres là à vous donner. En termes de volume, simplement pour vous expliquer comment sont articulées nos formations DEGEPS, l'année prochaine, on va être sur 4 habilitations. On a 4 formations qui vont tourner en parallèle. Elles sont toujours sur des saisons sportives. On essaye de calquer à peu près les saisons sportives, peu ou prou, pour que effectivement les personnes puissent répondre à des offres d'emploi, à savoir que les jurys finaux souvent sont en juillet, ce qui leur permet effectivement de répondre à des offres d'emploi et de s'engager sur des projets sportifs. Entre le moment où ils rentrent en formation au mois d'août et le mois de juillet, donc 12 mois plus tard,
effectivement, il a vécu 400 heures en présentiel, ce que je vous expliquais, ce qui correspond à peu près à 14 regroupements sur une saison sportive. 14 regroupements, globalement 4 jours, vous comptez à peu près 4 jours de regroupement, du lundi au jeudi. Ces gens-là ont à côté de ça des temps de formation aussi sur une plateforme en FOAD, sur un volume assez conséquent, mais bon, globalement, ça marche plutôt pas mal, on s'en sort pas mal. Les fameuses 500 heures d'alternance tutorée, alors ce qui correspond globalement chez nous, en tout cas c'est ce qu'on demande à minima en termes de responsabilité pour qu'ils puissent répondre aux exigences de notre formation dans le travail à établir, 3 entraînements sur une équipe, la même équipe en l'occurrence, et un match coaché globalement par semaine, à peu près le volume qu'on leur demande d'avoir d'activité. Et nos formations, effectivement, je vous en parlais, ont aussi ces fameuses 50 heures d'accompagnement pour une douzaine de stagiaires. Alors on est entre 8 et 14, en moyenne on est sur 12 stagiaires par formation, donc vous voyez l'année prochaine 4 sessions. Globalement, on aura une cinquantaine de stagiaires l'année prochaine. Donc, on est loin des volumes qu'a évoqué tout à l'heure Michael, puisqu'il parlait que du BP Pays de la Loire à 30-35 personnes, fois le nombre de régions. Vous imaginez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Voilà. Peut-être juste quelques précisions sur les quelques petites spécificités qu'on pourrait cibler sur l'apprentissage. Vous dire que on essaye, et ça c'est un combat qui n'est pas forcément évident, mais je pense que Michael l'a bien ciblé. En tout cas, eux, j'ai noté aussi le travail qu'ils avaient pu mener. On essaye de positionner vraiment et de responsabiliser le maître d'apprentissage dans le rôle de formateur, lui faire comprendre que c'est vraiment un formateur et que c'est vraiment quelqu'un qui doit accompagner et développer la compétence, quelqu'un qui doit être disponible et investir. Alors, ce qui n'est pas toujours évident. Mais là aussi, c'est un travail d'accompagnement et de la fédération et du responsable pédagogique pour accompagner ces maîtres d'apprentissage. Dans le petit point particulier, peut-être on a mis en place un carnet de suivi qui permet de suivre l'évolution des compétences sur lesquelles on retrouve 4 fiches différentes. Une fiche de stagiaire, une qui est remplie par le maître d'apprentissage, une par le responsable pédagogique et une par l'employeur. Donc voilà. Plusieurs temps dans l'année et on croise ces données-là de manière à pouvoir, encore une fois, accompagner au mieux le stagiaire dans la réussite de son projet professionnel. Voilà, donc moi j'en ai terminé sur cette présentation. Céline, j'ai essayé d'être assez bref pour qu'on puisse avoir ce fameux temps d'échange. Très bien, c'est parfait. De toute façon, tu es toujours avec nous s'il y a des questions sur le DEGEPS en apprentissage à venir. J'ai une petite question pour Michael. Quelles sont les conditions pour postuler et suivre la formation BPGEPS? Alors, les prérequis, c'est le PC1. Déjà, premier lieu. Il n'y a pas de prérequis au niveau des diplômes fédéraux. On peut rentrer sans diplôme. Alors, on préconise quand même d'avoir un premier niveau. C'est quand même mieux d'avoir goûté un peu à l'encadrement, mais il n'y a pas de limite par rapport à ça. En tout cas, on va étudier tous les cas de figure. Voilà, c'est purement administratif, hein, les prérequis. Il n'y a pas de question de diplôme pour l'entrée. 18 ans, si quand même, 18 ans, PSC1, voilà, et puis avoir être licencié au niveau de la fédération. On nous demande ce PSC1. Le Ouais. PSC1, c'est le diplôme de premier secours. Très bien, merci. Si vous le voulez bien, on va passer aux questions qui concernent l'AFDAS. Je vous laisse la main. Si Benjamin, Alexia ou Laurent y répond. Mais oui, avec grand plaisir. Hein. Alors, c'est bien, merci. Alors, on a quelques petites questions. On a des clubs qui ont une partie association et une partie société, et on nous pose la question de savoir si le maître d'apprentissage peut être salarié de la société et l'apprenti salarié de la partie association. Non, alors en fait, à partir du moment, comme il s'agit d'un contrat de travail,
le jeune va être payé par l'une ou l'autre des structures, son bulletin de salaire va être fait sur le SIRET de cette structure. Il faut que le tuteur, le maître d'apprentissage, soit sur cette même structure. Ce n'est pas possible d'avoir un lien contractuel sur deux structures différentes, sinon il n'y a pas de relation hiérarchique. Il y a un lien de subordination. Très bien, merci. Sur cette question du maître d'apprentissage, on nous a posé la question, le maître d'apprentissage en Pays de la Loire, quel diplôme? Mais c'est un cadre général, les prérequis, le profil du maître d'apprentissage, ça n'a pas vocation à voir avec la région. J'ai juste pas entendu la fin, ça a coupé, pardon. Mais oui, le diplôme, en fait, que doit posséder le tuteur, c'est à minima le diplôme pour lequel l'apprenti est en train de se former. Après, je veux dire, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pas le comptable de l'association qui va pouvoir être le tuteur s'il n'a aucun diplôme, je dirais, sportif, qui va pouvoir être le tuteur de l'apprenti. Il faut que lui-même, il ait suivi un cursus de formation, ou en tout cas qu'il ait au moins une expérience dans le domaine où l'apprenti se forme. Sur le profil de l'apprenti, on nous parle d'un parcours où la personne aurait fait un BPGEPS en 2 ans, aurait été ensuite 1 an sans contrat, puis suivrait le DE. On part sur une nouvelle année du coup d'apprentissage pour la rémunération et ce qui s'ensuit. Oui. Les textes sont pas très, enfin, les textes n'abordent pas ce sujet-là. Mais s'il y a, comme vous dites, une année pleine, bon, on ne reprend pas la rémunération versée par le contrat précédent dans ce cas. Sur le temps de travail, on nous parle du temps de travail sur la convention collective. Il y a 2 jours de libéré par semaine. Est-ce qu'on prend cette même contrainte pour la période de formation d'un apprenti? Je pense qu'on veut dire repos samedi, dimanche, j'imagine. Je pense que c'est ça la question. Est-ce qu'on reprend la même contrainte pour la période de formation? Alors ça, je n'aurais pas de réponse type à si donner. Je peux me permettre, oui. Si je peux me permettre, en fait, nous, alors ça, je ne sais pas si ça peut répondre, mais en tout cas, nous, dans les Pays de la Loire, comme j'expliquais, on a deux jours de formation, lundi, mardi. Ces 2 journées sont décomptées du temps de travail, c'est 14 heures de formation qui se déduisent des 35 heures. Et derrière, il reste 21 heures à organiser sur 5 jours, sachant qu'il faut une journée de repos. Voilà, donc il reste 4 jours pour les 21 heures restantes. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en termes d'organisation de temps de travail. Je vous invite à préciser votre question si ce n'était pas clair pour vous la réponse. On nous a aussi posé en termes de finances d'aide ex-CNDS pour le recrutement de nouveaux apprentis. Les aides financières sont celles que vous nous avez évoquées tout à l'heure, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Pour la première année, il y a les aides exceptionnelles à l'embauche pour tout contrat signé avant la fin de l'année et prendront le relais les aides classiques, en fait, l'aide unique pour la 2e année. Très bien. On nous a aussi demandé quel était le pourcentage à charge pour un club d'embaucher un apprenti. Mais le pourcentage à charge sur quoi? Sur les frais de formation ou la rémunération? Si vous pouvez répondre aux deux, comme ça on sera très complet. Ce que je disais sur la formation, logiquement, les CFA, en tout cas dans le domaine du sport, bien souvent, et sur les niveaux qui ont été présentés aujourd'hui, proposent un coût de formation qui est celui qui est validé par la branche. Donc, il y a rarement de reste à charge pour l'entreprise. Donc, logiquement, l'intégralité des frais de formation sont supportés par l'OPCO. Donc, l'entreprise n'a rien à payer. Ça pourrait exister. En tout cas, dans ce cas-là, il faut qu'ils nous posent, au moment où ils vont décider de l'embauche du jeune, avant de signer le contrat, ils peuvent nous poser la question, ou ils posent la question au CFA. Enfin, l'un comme l'autre, tout le monde a accès à l'information, c'est une information qui est publique, on sera en capacité de leur donner l'information. Sur la rémunération, bien évidemment, ils vont prendre le petit tableau qu'on a communiqué pour regarder quel pourcentage du SMIC et à quel montant ça correspond. Et ensuite, pour savoir le montant de l'aide qui est versé par l'État, c'est 8 000 € divisé par 12 qui est versé tous les mois. Donc, ça permet de savoir exactement entre le montant qu'eux vont verser et le montant de l'aide. Ils font la différence. Pour les niveaux, je dirais, là indiqués, ça devrait couvrir quasiment intégralement le salaire. Et donc, ça, c'est valable pour cette année. En tout cas, ce n'est pas valable pour toutes les années. Là, on est vraiment sur des années particulières.
Donc, comme il a été dit précédemment, logiquement, c'est une opération blanche, ça s'équilibre. Le jeune, ça ne peut pas être la seule motivation d'embaucher un jeune, mais bon, on sait bien que les critères financiers sont importants, voilà, et logiquement, ça me coûte. C'est un investissement temps, je dirais, du club, mais pas forcément un très gros investissement financier, si ce n'est qu'ils font l'avance des frais. Il faut quand même avoir ça en tête, c'est qu'ils font l'avance des frais, en tout cas pour la rémunération, avant de percevoir les aides. Il y a un petit décalage dans le temps. Par contre, comme ils n'ont rien investi sur les frais de formation, de ce côté-là, ils sont complètement tranquilles. C'est nous qui nous en occupons. Très bien, on nous questionne encore sur les frais, notamment sur les frais de déplacement et d'hébergement liés à la formation. Qui peut prendre ça en charge? Alors, il n'y a pas, en tout cas, l'OPCO, c'est-à-dire l'AFDAS en l'occurrence, on ne prend pas en charge les frais de transport. Les seuls frais de transport que nous prenons en charge, ce sont pour, et je ne sais pas si là vous en avez, les clubs qui seraient situés dans les dom-toms. En fait, Martinique, Guadeloupe, Réunion, on prend en charge les frais de transport, considérant que c'est plus compliqué de se déplacer dans ces territoires-là. Mais en tout cas, en métropole, il n'y a pas de prise en charge des frais de transport. Pour ce qui est des frais d'hébergement et de repas, alors là, vous allez voir, on est très généreux. On prend 6 € par nuitée, ça inclut un repas, et 3 € par repas le lendemain. Ce qui veut dire entre la nuitée et les 2 autres repas, on peut prendre en charge 12 € par jour. Et ces frais-là, de la même manière, on les rembourse au CFA. Donc, le jeune soit mange à la cantine de l'école ou alors il va s'acheter son sandwich à la boulangerie, il garde son petit ticket, il le ramène au CFA qui lui rembourse et nous, on rembourse au CFA. Et justement, on nous pose la question comment on adhère à l'AFDAS? On adhère à l'AFDAS pour la prise en charge du contrat d'apprentissage. Comment ça se passe? Pour qui on peut bénéficier de ces prises en charge? Tu veux répondre, Laurent, ou je réponds? Ah ben, Benjamin, vas-y. Benjamin. Micro, Benjamin. Ah, parce que c'est vrai que Benjamin avait des problèmes de connexion. Ouais. Bon, moi, je suis bien. Ouais. Allez, vas-y, Alexia, t'es lancée. J'y vais. Bon, du coup, alors, à partir du moment où, de toute manière, l'association est dans le domaine du sport, elle n'a pas le choix, elle doit se déclarer à l'AFDAS et adhérer à l'AFDAS. C'est comme les impôts, si vous voulez. Même si vous n'avez rien à payer, vous devez faire votre déclaration. Et bien là, on est dans ce cas-là. Il s'agit d'un club de sport, d'une association sportive, donc elle doit adhérer chez nous. Il y a un formulaire en ligne qu'elle complète. À partir du moment où elle se déclare chez nous, donc, soit elle a une masse salariale qui fait qu'elle doit nous payer des contributions. Si on est sur des tout petits clubs, il n'y a rien du tout à payer. Par contre, elle bénéficie des accords de branche qui sont signés dans le cadre du sport et il y a des accords qui sont très favorables. Donc, voilà. Et de toute manière, c'est le principe de la solidarité. Le contrat d'apprentissage est financé sur des fonds qui sont communs à tous. Donc, même si elle ne paye pas, l'AFDAS prendra en charge le contrat d'apprentissage. Mais il y a l'opération initiale, le déclencheur, c'est bien évidemment, il faut qu'elle adhère chez nous. De toute manière, c'est une obligation légale. Donc, elle doit le faire. Avant de conclure ce webinaire et de vous remercier, on a encore 2 questions. On nous pose la question sur la rémunération de l'apprenti. Est-ce que c'est un minimum et est-ce que l'employeur peut payer plus ou est-ce que... Oui, je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a un cadre légal à suivre. Donc, l'apprenti ne peut pas percevoir moins que ce qui est prévu dans ce cadre légal. Et bien évidemment, tout employeur peut payer plus. Voilà. Moins on ne peut pas, mais plus toujours. Ça fonctionne. Et une dernière question qui concerne le BPGEPS en Pays de la Loire. Est-ce que le maître d'apprentissage peut être un professeur de sport au lycée avec agrégation? Non, il n'est pas. Je ne sais pas comment vous. Non, s'il n'est pas dans la structure. Est-ce qu'il est dans le club qui embauche le jeune? Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il est, ouais. Parce qu'il peut être agrégé dans le centre de formation et après avoir il y a beaucoup comme ça de salariés qui ont une double casquette, qui sont à la fois salariés dans une structure et qui à côté ont une vie associative qui est riche. Et voilà, ça dépend. Là, avec ces éléments-là, c'est difficile de répondre. Ça dépend de qui il est salarié, enfin, où il est salarié. Et sinon, est-ce qu'il fait partie des fameux bénévoles dont on parlait tout à l'heure qui sont au bureau? C'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé d'équipe pédagogique et nous, on parle d'équipe pédagogique. Effectivement, il y a référencé sur le CERFA un maître d'apprentissage qui est diplômé.
mais on intègre la notion d'équipe pédagogique et des personnes comme cette personne peut faire partie de l'équipe pédagogique parce qu'il a des compétences et qui ça serait dommage de se priver des compétences de l'ensemble des bénévoles du club. Donc cette personne-là va intégrer à un moment donné comme le secrétaire peut-être du club ou quelqu'un qui a de la méthodologie de projet. C'est des personnes qui ont à apporter à l'apprenti, mais ça fait partie des gens qui vont être dans ce qu'on appelle nous effectivement cette équipe pédagogique. Après, ce qu'on peut rappeler, c'est que le maître d'apprentissage doit correspondre, enfin, il y a un minimum de diplômes et des choses qui sont fixées en termes d'obligations légales, mais c'est pas propre, le choix, enfin, le profil du maître d'apprentissage, c'est pas un peu à la liberté du territoire. Il y a quand même un cadre légal à respecter. Tout à fait. Il y a un cadre légal à respecter. C'est défini par la loi. Alors, juste avant de conclure, je suppose que vous voyez le diaporama. Donc, en parallèle du webinaire, nous, on a créé une ressource e-learning pour vous accompagner à mettre en place l'apprentissage dans le basket, que vous retrouverez dans le support, donc assez accessible sur notre plateforme sportive FFBB, et d'autres produits également pour vous accompagner. Pour vous accompagner comme les podcasts ou le rendez-vous des employeurs. Et puis voilà, sur des contenus un peu plus approfondis, le campus FFBB pour les dirigeants de ligue et comités. Voilà. En tout cas, vous précisez que le webinaire est enregistré et qu'il y aura un replay disponible prochainement et on vous enverra toutes les informations. Les supports également. Moi, je souhaiterais remercier la délégation AFDAS, Mickaël Borel et Arnaud Brognier pour leur collaboration et d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Je ne sais pas si un de mes collègues veut conclure ce webinaire. En tout cas, je vous remercie également de votre collaboration, de votre participation et de vos échanges via le chat. Sachez qu'on reste à votre disposition et on a un alias emploi@fbbformation@fbb.com qui pourra vous accompagner et où vous pourrez trouver réponse à vos questions. Merci à tous. Si un des intervenants a quelque chose à rajouter ou pour conclure, je vous laisse la parole. Oui, parce que vous me tendez la perche, Céline, je vais vous mettre dans le chat un lien pour retrouver, où que vous soyez en France, la délégation AFDAS la plus proche de chez vous et vous aurez ainsi des coordonnées d'un conseiller emploi formation qui pourra vous accompagner dans la mise en place de votre campagne alternance. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Merci pour cette invitation en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Je vous mets également un petit lien de satisfaction, un petit questionnaire de satisfaction au webinaire que je vous demanderai de bien répondre et qui pourra nous aider par la suite. S'il n'y a plus de questions ni d'interaction, je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci de votre présence et à très bientôt sur un campus, un webinaire ou une formation de la Fédération française de basket. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.